tu parlais d'il y a 30 ans, j'ai fait mon apprentissage en 86. Ma destinée, c'est de devenir dessinateur dans un bureau d'ingé. Donc, je vais pas me plaindre. C'est génial. C'est une aventure extraordinaire. Après, c'est de la souffrance aussi. C'est de l'abnégation, c'est des sacrifices. Mais de nouveau, si tu t'attends à ce que ton succès ne se traduise que par un salaire ou tu vois, une Tesla ou tu peux accumuler beaucoup de choses sans pour autant avoir vraiment l'impression d'avoir réussi. Moi, je pense qu'on a réussi notre aventure et grâce à Romain, Dylan et à toute l'équipe, on va aller vers une nouvelle étape. Et c'est ça le succès, c'est de dire chaque matin il y a quelque chose qui te motive à aller de l'avant. Quels sont les points importants à prendre en compte lors d'une création d'entreprise? Comment ont évolué nos pratiques de DAO? Comment se maintenir à jour les dernières découvertes technologiques? Dessinateur de formation, passionné de nouvelles technologies et entrepreneur. Il crée en 2000 une société spécialisée dans les services DAO pour les métiers de la construction. Dès 2016, la société se scinde en 3 structures différentes afin d'apporter sa réponse à chaque défi que représente la numérisation de la construction. Nous avons le plaisir d'accueillir Marco Marie, le fondateur de iDessin, SwissBIM et Scanway. Salut Marco, merci de participer à cette conversation avec nous, ici dans les locaux de M. Berger à Lausanne. Tout d'abord, si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent le faire avec ton adresse mail marco.marie@swissbim.com ou te trouver sur LinkedIn ou via tous les liens présents dans la description du podcast. Cet épisode est la première partie de cette conversation. Bonne écoute. Salut Marco. Salut. Hello. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va bien. Merci de l'invitation. Écoute, avec plaisir. Donc on va discuter du premier thème, donc c'est ton parcours de dessinateur et d'entrepreneur. Peux-tu nous parler de ton parcours jusqu'à la création de iDessin? Alors j'ai un parcours assez traditionnel qui passe par l'apprentissage. Donc j'ai eu un CFC de dessinateur en génie climatique. Voilà, c'est le terme de l'époque. Ça a bien changé depuis. Les métiers se sont spécifiés. Ça a bien évolué. Et j'ai toujours été passionné par le dessin technique. C'était vraiment ce qui me motivait dans mon métier. Et j'ai eu la chance de voir arriver AutoCAD. Donc oui, je suis vieux. Comme ça. Donc, j'ai vu AutoCAD arriver, et puis déstabiliser pas mal. On a l'impression de faire une analogie avec ce qu'on vit actuellement. C'était tout à fait ça. Déstabilisation des acteurs de la construction de par cette digitalisation qui commençait à naître. Si le choc aujourd'hui est des fois violent, à l'époque, il était vraiment hyper violent. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et l'ordinateur arrive avec des logiciels métiers qui permettent de faire la même chose. Alors bien sûr, branle-bas de combat. Et donc j'ai eu cette idée de créer iDessin parce que ce qui me plaisait, c'était vraiment de pouvoir réaliser des plans pour les architectes et les ingénieurs. J'avais la chance de travailler dans un bureau d'études qui fusionnait les deux métiers, architecture et technique. Et j'ai eu la chance d'avoir cette expertise architecturale avec cet emploi. Et très très vite, je devais avoir 26 ans, j'ai commencé à réfléchir. Alors, je n'ai pas commencé forcément par le plus logique. D'abord, on trouve un nom, on fait un logo, ça devient. Puis au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus concret. Et effectivement, je voyais que sur le marché, il y avait un réel besoin d'avoir de la prestation comme un service de dessin. Alors, bien sûr que c'était une complication pour les clients de s'équiper. Le matériel coûtait cher, fallait former, les logiciels, c'était compliqué. Je vous parle d'un C2. ACAD.exe. Je vous parle d'avant Windows. Des machines qui coûtaient à l'époque 20 000, 30 000 francs pour avoir une station. Et je peux vous dire que personne pensait que ça allait changer notre métier. Tout le monde s'est dit, c'est un petit coup d'un soir, ça va arriver et ça va repartir aussi vite que c'est arrivé. Et non, ça s'est installé jusqu'à devenir un vrai format. Donc c'est là-dessus que j'ai pensé créer cette société qui pourrait rendre des services aux différents acteurs de la construction. Donc, tu as identifié le besoin et du coup, ce besoin, tu as créé iDessin avec ça, c'est juste. C'est ce manquement que tu as vu pendant ce temps-là. Est-ce que tu étais le
je ne dirais pas le premier, pas pionnier, mais il y avait aussi d'autres boîtes à cette époque-là, de même. Alors c'était surtout des indépendants. Et moi j'ai voulu immédiatement, je me suis pas appelé Marc-Omar Idessin, mais Idessin comme une entreprise. Alors au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai dit nous sommes heureux de vous accueillir alors que j'étais tout seul. Mais après 6 mois j'avais un collaborateur et très très vite j'ai compris que la force du groupe pouvait nous permettre d'atteindre des projets qu'un indépendant ne pourrait pas atteindre. Même si forcément tu as besoin d'une structure, tu as besoin de t'organiser, de locaux et ton tarif est peut-être un peu plus cher que l'indépendant. En revanche, il y avait quand même pas mal de clients qui voulaient avoir confiance dans le prestataire. Si un des dessinateurs s'en va, bah t'as un remplaçant. Si quelqu'un est malade, bah t'as un remplaçant. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a fait une forme de succès au début. Et je m'étonne d'ailleurs de pas avoir vu de concurrents arriver sur le marché. Je dirais jusqu'à l'avènement du BIM. On était un peu dans un pré, voilà. Donc effectivement, ça m'a permis de me former en tant qu'entrepreneur parce que j'ai appris mon métier, mais pas à être entrepreneur. Et donc j'ai eu le temps de tester, d'échouer beaucoup, de réussir quelques trucs. Et voilà, maintenant je suis un peu quand même armé pour attaquer un marché qui devient beaucoup plus compétitif. Ouais, okay. Et quelle était la vision de Idessin à ses débuts ? Alors, elle était vraiment très basique. Elle se résumait à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment avoir du fun en faisant des beaux plans pour des gens qui en ont besoin. Ouais, c'est cool comme vision, avoir du fun. Oui, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était dessiner. Enfin, en fin de compte, l'entrepreneuriat, c'est venu parce que peut-être prise de risque ou des fois, je pense aussi peut-être une forme d'inconscience ou d'être ingénu face à un désir. C'est le moteur, c'était ni l'argent ni dire sur ma carte c'est écrit directeur, c'est génial. Non, c'était travailler avec une petite équipe 6-7, avoir une vraie motivation le matin, s'entendre dire que le plan était nickel, c'était exactement ce qu'il attendait pour le prix qui avait été annoncé dans les délais. Voilà, c'est à peu près tout. Et après ça s'est complexifié. Et puis justement, toi t'as apporté ce côté, on va dire, dessin numérique qui n'existait pas encore vraiment dans les entreprises, et puis c'était vraiment un manque. Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté de plus, on va dire, vraiment comme plus-value à ces bureaux, à ces architectes qui savaient pas faire, on va dire, à l'ordinateur? Alors, si tu veux, au début, ils nous voyaient un peu comme des sauveurs, parce qu'en fait, ils disaient oui, bien sûr, on va faire les plans de percement sur AutoCAD, bien sûr, comme ça, on s'envoie le fichier, puis après, ils repartaient chez eux avec une crainte et une angoisse, et on arrivait, c'est bon, on a les logiciels, donnez-moi votre stabilo, coup de stabilo, les dimensions, on va faire la coupe, oui. Et quelque part, ça les rassurait. Mais très vite, ils s'y sont mis, et donc ils ont eu des équipes à l'interne qui étaient capables de dessiner, et là, on est plus devenu, d'où aussi l'intérêt d'être assez, pour répondre à ces demandes, des lisseurs de pointe. C'est-à-dire que vraiment, quand c'était trop tard et puis qu'on voyait qu'on n'avait pas assez de ressources, on nous appelait et on faisait vraiment les pompiers en fait du dessin. Et après, il y a une dernière évolution, avant que le BIM s'impose comme une voie à suivre, une évolution où, grâce à la confiance qu'on avait pu obtenir de certains de nos clients, ils nous voyaient plutôt comme une équipe externe qu'ils prévoyaient d'utiliser en amont. C'est-à-dire, ok, si on a le projet, on chiffre avec Idessin. Si on l'a, on travaille avec eux. Et nous, on va faire notre métier et ils vont faire les plans. Donc là, on s'est engagé au forfait. On a pris les mêmes risques qu'eux, peut-être de se planter, de refaire 2 fois, 3 fois pour un prix qui était maîtrisé. Et donc, ça nous a donné accès à des projets où, justement, les indépendants, qui ont un marché à eux, qui est tout à fait pertinent aussi, étaient moins en compétition avec nous. Idessin a grandi. Oui, vite. Très vite. Trop vite. Trop vite. Certains le disent. Et du coup, la société est divisée en 3, c'est juste. Donc, comme je disais, c'était Idessin, SwissBIM, Scanway. À partir de quand tu peux nous expliquer un peu le parcours de cette évolution? Alors, on crée Idessin en 99-2000. En 2011, on est déjà plus de 10. Et c'est là qu'on commence à se dire, faudrait quand même, c'est bien de réinvestir tout ce qu'on gagne pour croître. À un certain moment, il faut qu'on trouve des processus qui nous permettent de gagner notre vie, d'être rentable. Et donc, on n'avait pas d'investisseurs, on était en flux tendu avec ce qu'on gagnait, et on cherchait des méthodologies d'être plus efficaces et plus efficients,
en faire plus dans le même nombre de temps pour essayer de dégager des marges. Et là, on a commencé à vraiment à investir massivement pendant 3 ans, de 2012 à 2015, dans la recherche et le développement. On a dépensé l'argent qu'on avait et aussi celui qu'on n'avait pas, pour sous forme d'heures, par exemple, pour dire on va prendre quelqu'un, il va faire ce projet, on va se casser les dents, on va identifier, on va le refaire, et puis jusqu'à arriver à un workflow qui fonctionne. Et je vous parle d'un moment où moi, le mot BIM, je l'entendais pas encore. Donc on était juste en train de se dire, ah bon, on peut scanner des millions de points et plus que 100 points. Ah bon, les drones sont capables de prendre des mesures, mais comment c'est possible ça? Puis comment ça pourrait être utilisé? Ah bon, le CTG à Genève, par exemple, a des données super bien structurées, mais pas super bien définies. Est-ce qu'on pourrait s'attacher? Donc ces réflexions, on est vraiment rentré dans 3 ans d'introspection et de tests, et on en a déduit qu'il y avait des nouveaux business qui allaient se créer, de nouveaux métiers. On a parié sur le fait que du BIM viendrait des dizaines et des dizaines de métiers, ce qui induirait la mort de dizaines et de dizaines de métiers, ce qu'on nous avait promis depuis longtemps. Les métiers vont changer, alors là, c'est devenu très très concret. Et plutôt que de se dire, ok, on fait tout, on s'est dit, on va essayer de s'orienter vers un modèle qui correspond à la Suisse. C'est-à-dire des hyper spécialistes, des petites sociétés. En Suisse, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de gros projets. Et donc, c'est une chance pour nous de dire, au lieu d'avoir une structure énorme avec des modeleurs d'un côté, et puis du matériel très coûteux qui font prendre des risques croisés, on s'est dit, on va isoler simplement les activités. Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est un grand tout. Et c'est une mutation qu'on a subie au début et puis organisée après autour de ces sociétés. Parce que au tout début dans les dessins, tu scannais aussi. Si tu veux, on faisait tout. Tu faisais tout. Donc on faisait tout. On faisait tout ce qu'on savait faire avec l'étiquette e-dessin, et on a très vite identifié que c'était vraiment un métier à part entière. Par exemple, chez Scanways, la plupart des collaborateurs sont des géomètres, tous. Donc, on a des géomètres qui font du bâtiment avec une vision historique du géomètre, en additionnant les technologies BIM et le besoin BIM. Donc, il est clair que c'est un écosystème qu'on a mis en place, et on s'est très vite rendu compte que ça démultipliait les possibilités de vente, de dire qu'e-dessin innove, c'est bien, mais à un moment, il faut avoir une image qui soit percutante, qui soit attendue par le marché, et c'est plutôt cette voie-là qu'on a suivie. Puis des fois, c'est aussi plus clair pour un client de dire j'ai une prestation à commander, même si l'interlocuteur, je le connais par 3 biais, mais quand je veux commander une prestation, je sais que c'est cette société-là. Enfin, ça peut être aussi plus facile pour surtout que dans un marché qui évoluait beaucoup peut-être à cette époque-là, de dire je sais que cette société, elles sont spécialisées pour cette tâche, puis quand je commande, ils savent exactement ce qu'on va faire ensemble. C'est ça. Et je te cache pas qu'on avait aussi envie de minimiser les risques collatéraux. On innovait, on prenait des risques, on loue des scanners jusqu'à dire ok, on a identifié un workflow, on va acheter, on va s'équiper de drones, on va engager du monde et faire porter ça à e-dessin, qui avait dans sa nature de délivrer des plans 2D à la base. Ça devenait un petit peu chaotique. Si tu veux, on partait du bas. Donc, construire une image depuis le bas vers c'est un peu compliqué. On était le dernier maillon avant l'héliographe, et là avec SUSBIM aujourd'hui on est en amont à Emobim, et on n'a pas encore identifié les mandataires. Donc ce pari-là, il n'a pu se gagner que en scindant les sociétés. Puis c'est comme tu disais, c'est mieux. Je pense qu'un client, il a besoin d'un scan ou d'un Emobim, du coup il sait directement où aller, quoi. C'est ça, et ça permettait aussi de mieux isoler et la proposition de valeur, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une présentation où on se fait tout, on va sur la lune,
Là, c'est très très clair. On a un acteur qui accompagne, qui forme, un acteur qui prend de la mesure 3D, un autre qui est capable de modéliser dans tous les états, c'est-à-dire que ce soit la conception, la réalisation, n'importe quel moment de la construction. Donc, ce qui était vrai à l'époque est plus vrai aujourd'hui. Le marché a largement évolué, la concurrence est là, la maturité arrive assez vite chez les clients et donc je me réjouis de vivre les prochaines années. Et du coup, est-ce que les entités maintenant sont complètement indépendantes ou est-ce qu'elles travaillent en symbiose comment ça se passe, cette organisation? Alors, on a réellement structuré les choses comme si on était une seule entreprise et ça s'accélère, c'est-à-dire que si on a toujours un directeur par société, on a une vision vraiment transversale des tâches. Par exemple, on s'est réparti avec Romain Géry qui est directeur de Scanways et Dylan Martins, directeur de Swissbeam, on s'est réparti des tâches de ce qu'on peut appeler le groupe. Donc on est dans un espace commun puisque les workflows sont communs. Et une plateforme collaborative ne fait pas tout. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens collaborent, qu'ils se rencontrent. Et on est vraiment dans un travail de désilotage pour avoir une équipe vraiment complète, qui part du chef de projet, BIM manager, coordinateur BIM, modeler si nécessaire et mesure si nécessaire. Donc plutôt que de répondre en 3 morceaux, on répond de plus en plus comme une seule et unique entité. Mais c'est clair, ça a aussi beaucoup de sens, parce que finalement, avec ces domaines qui sont hyper complémentaires, de pouvoir dire le besoin peut-être arrive d'un côté, mais va être étendu par rapport à d'autres prestations aussi d'acquisition ou peut-être justement de modélisation, parce qu'IDessin, je pense à la base, c'était comme tu dis du plan 2D, maintenant vous faites de la modélisation. Voilà, ça permet en fait aussi de proposer ou d'étendre les services, je pense, d'une entité à l'autre assez facilement. Assez facilement et surtout de faire ce qu'on appelle du cross-selling, c'est d'être à l'affût de l'opportunité commerciale qu'un autre acteur qui ferait pas de scan ne pourrait pas identifier. Donc ça nécessite aussi qu'au niveau de la direction, on soit capable d'avoir une vision croisée de tous les services qu'on est capable de vendre et de réaliser. Et pas juste de rester dans je suis géomètre, je fais du scan. C'est d'amener cette vision-là dans le workflow BIM de manière beaucoup plus large. Je dirais même le géomètre par nature nous fait sortir du BIM. On est déjà sur le territoire et donc on a aussi des clients qui vont se positionner entre le territoire et le bâtiment. Ils ont les deux besoins. Ils ont des bâtiments sur du territoire et ils ont peut-être des infrastructures sur je pense au CFF ou à d'autres, qui ont et l'un et l'autre et où les deux mondes coexistent et sont à la recherche de solutions communes. Et puis, si on revient justement peut-être déjà à la période IDessin, puis après à la partie extension avec les deux autres sociétés, Scanways et puis Swissbeam, comment tu choisis un collaborateur? Parce que finalement, au début, tu étais tout seul. Après, tu as dit, après quelques mois, tu as eu un premier collaborateur. Au début, c'est aussi compliqué parce que tu dois faire confiance aux gens, tu dois déléguer du travail. Moi, j'ai aussi fait un CFC. C'est pas inné, on va dire, piloter des gens ou en tout cas de les aider à faire leur travail. Comment ça s'est passé? Alors, c'est assez, je dirais, organique. On ressent, qui maintenant devient très technique dans notre choix des collaborateurs, notamment en faisant passer des tests d'entrée pratiques sur les différents logiciels. Ça nous permet de qualifier et d'identifier quelles sont les thématiques où il est plus ou moins fort, en fonction des besoins des entreprises, de dire, OK, dans 6 mois, je sens qu'il a la propension d'aller vers. Et en gros, on a toujours parié sur la propension d'aller vers quelque chose. On a engagé des architectes d'intérieur, on a eu des stagiaires qui, 7 ans, 8 ans après, sont aujourd'hui BIM managers. Ils ont eu un cursus unique parce qu'ils sont passés au travers de toutes les phases. Donc, c'est d'écouter, me semble-t-il, après je ne vais pas donner de leçons, d'écouter le besoin à l'interne dans l'entreprise. Est-ce qu'il répond à ce besoin ou est-ce qu'il va pouvoir y répondre d'ici quelques temps? Et aussi de s'informer sur ce que
le nouveau collaborateur est en capacité de faire de par lui-même. C'est-à-dire, on laisse toujours de la place. Ok, tu fais une maquette architecturale. Est-ce que tu serais intéressé par aller faire de la programmation, prendre du Dynamo pour aller chercher quelque chose dans ce sens-là, ou la visualisation 3D à travers de logiciels temps réel pour créer du contenu de communication auprès du client ou pour nous sur les réseaux? Ça t'intéresse? Ah bah ça m'intéresse. Ok. On lui installe la licence, on le pousse un peu, et donc quelque part ça crée quelque chose d'assez organique. Alors oui, on n'est pas toujours très rentable sur les choses où on teste, mais si on ne laisse pas les gens se planter, ben ils vont pas savoir si c'est vraiment là où ils veulent aller ou pas, et ça nous a plutôt. Alors on peut, bien sûr, il y a des échecs, on peut mal identifier les collaborateurs, mais c'est sûr que de laisser une part aux collaborateurs d'un terrain pour s'entraîner avec du temps, ça crée une fidélisation aussi, et puis bon voilà, une équipe qui a changé, mais pas tant que ça en quasi ces 10 dernières années. On a peu de turnover. On a eu des vagues, bien sûr, par vague, mais là on a réussi à avoir une équipe. En fait, l'équipe vend plus que nous la direction. Donc nous on l'engage, mais après il va se retrouver dans une équipe, et puis c'est cette équipe qui porte un peu ce collaborateur. Vous êtes combien maintenant? 22. 22. Avec les stagiaires, mais 20 temps plein. Je pense qu'on est aujourd'hui l'acteur de service BIM en Suisse romande le plus gros, et qui fait tout en interne. On sous-traite rien qui est lié à notre cœur business, parce qu'on a cette particularité d'avoir quasiment tous les métiers, et on pense pouvoir engager encore une dizaine de personnes dans les années à venir pour arriver à avoir tous les rôles au sein des sociétés. Ouais, ok. Et du coup, au tout début, quand tu as commencé, tu étais tout seul, tu disais? Oui. Tu as commencé tout seul. Tu as engagé petit à petit des collaborateurs. La question aussi, c'est comment tu les as choisis. C'est-à-dire, tu as utilisé, c'était pas organique, donc c'est un feeling, en fait. Tu disais, celui-là, il me plaît bien, plutôt pas le feeling. Plutôt pas le feeling, ce qui est en train d'un peu de changer, parce que justement, comme on s'est attribué, je t'interromps, je vois le sens de ta question, on s'est attribué des rôles au sein de la direction. Donc moi, c'est assez bizarre pour moi de perdre l'opérationnel de chez IDES. Donc c'est Dylan qui aujourd'hui s'occupe de ce qui est ressources humaines et vraiment engagement. Donc il crée son équipe. Et il a un talent formidable pour faire ça, largement meilleur que moi. Et c'est ce qui me donne envie de collaborer avec des gens. Et tu parlais avant de confiance. Si tu l'accordes pas, bah tu peux pas savoir si tu as bien fait de l'accorder. En gros, tu peux garder quelque chose pour toi, croître, et puis avoir des gens un peu des fantômes comme ça qui sont là, qui produisent, mais qui ont pas une vision avec toi et qui influencent pas ta vision. Nous, on est influencé par les gens qu'on engage aussi. Et on est à l'écoute de ça. Donc maintenant, Dylan s'occupe de ce recrutement, il l'a structuré. Il y a toujours ce côté humain, il y a toujours ce côté feeling. Il est très important, je dirais qu'il est primordial. En revanche, ce qu'on faisait moins avant, c'est de qualifier, puisque la nature aussi des prétendants a changé, puisque tout le monde sait tout faire sur un CV, c'est génial. Et quand on fait l'exercice, on voit que c'est naturel de se survendre un peu, mais nous, on a vraiment besoin de produire assez rapidement, puisqu'on est vraiment sur de la prod pure. Donc il faut que les gens puissent se mettre dans les 3 à 6 mois à être vraiment productifs. Mais je trouve génial, comme tu dis, effectivement, t'es obligé à un moment donné, en tant que personne, de donner la confiance, quitte à être déçu. Mais t'es obligé au début de dire, allons voir. Et puis, souvent, t'es content, en fait, du résultat. Puis, ma foi, de temps en temps, il y aura une fois ou deux où ça va pas aller. Mais c'est vrai que cette démarche-là, de dire, tentons. La personne, finalement, peut-être qu'elle s'est, comme tu dis, peut-être survendue, ou peut-être qu'elle va pas pouvoir performer au niveau que t'espérais, mais tout d'un coup, elle va pouvoir pivoter sur d'autres tâches, elle va peut-être développer d'autres passions aussi, ou tout d'un coup, il y aura d'autres besoins dans l'entreprise. Donc ça permet aussi un peu d'être flexible, je pense, avec la taille que vous avez. Et puis une histoire de moment, c'est pour l'employé, c'est pas toujours le moment. Tu peux venir avec un défi maintenant, il vit quelque chose il va être moins réceptif, puis tu retentes 3 mois après, puis 6 mois après, puis là, tu s'accroches parce que il a compris la pertinence du besoin. D'un coup, tu lui parlais de quelque chose, il voit des posts qui parlent de cette thématique. On parle de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Ça faisait un petit moment qu'on pensait que ça allait arriver et tout. Quand ça arrive, il y a plein de gens qui se disent, mais il a eu le nez creux.
ils ont eu le nez creux de se poser cette question. Effectivement, ça me semblait pas pertinent il y a 6 mois, mais maintenant c'est le moment. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on n'est pas dans une période de transition de la DAO vers le BIM, mais plutôt vers une période d'accumulation des technologies. On fait et de la DAO et on veut faire du BIM. Et on a encore des réflexes de l'un pour l'autre. Et tant qu'on n'aura pas vraiment transité, on sera pas à l'aise. Et c'est intéressant d'être mobile, d'être agile et de pas penser que ce qu'on fait aujourd'hui c'est juste et dans 6 mois et dans 1 an on le fera. Et c'est au travers des nouvelles ressources, bien choisies, bien sélectionnées, de métiers des fois qui peuvent paraître assez périphériques mais qui sont, par exemple on a engagé des ingénieurs méthodes. Bon, a priori, pourquoi ? Parce que la méthodologie, c'est ce qui devient l'essence même, le processus du BIM. Et donc, si tu m'avais dit il y a 5 ans, tu vas engager demain des ingénieurs méthodes, je dis non, c'est l'ingénieur méthode, c'est plutôt le chantier, c'est plutôt le... ça devient très pertinent maintenant. Je reviens juste sur le choix de ton équipe. Est-ce que les directeurs, ils étaient déjà en tant que collaborateurs, ou est-ce qu'ils sont devenus après directeurs, ou est-ce que c'était des directeurs qui viennent de l'externe? Alors les deux. Les deux. C'est pour Romain, c'est Romain Géry, donc qui est aujourd'hui directeur de Scanways. Il a intégré une équipe et puis il a fait son bonhomme de chemin jusqu'à ce que je lui passe les rênes, disons, gérer sur la direction. Donc il fait ses choix, on en parle bien sûr, on a une stratégie globale, commune. On teste ensemble, on innove ensemble, on prend des risques ensemble. En revanche, il est maître de ce qu'il livre. Quand il livre un nuage de points à un client, son contrôle qualité, aujourd'hui, il le fait parce qu'il est passé par tous les stades du métier. Et pour Dylan, c'est le contraire. En fait, c'est vraiment parce qu'on avait besoin d'un renouveau chez Swissbeam. On a cherché un poste de directeur, et donc c'était 2 expériences complètement différentes, et tout aussi gratifiantes de donner à terme les clés à quelqu'un ou de les donner immédiatement. C'était 2 aventures différentes, mais qui font des profils aussi différents. C'est nos différences qui font qu'on est plutôt on se sent en tout cas plutôt fort face à l'avenir de nos métiers. Mais c'est justement, comment ça se passe de se dire, à quel moment on se dit il faut passer les rênes, on va dire, de sa société ou de son bébé, on va dire, à des personnes soit externes, soit qu'on connaissait déjà à l'intérieur de la société. Comment ça se passe en fait? Je pense que c'est très différent en fonction de ce qui t'anime dans ton parcours d'entrepreneur. Je dirais il y a à peu près, de nouveau, sans vouloir donner de leçons, c'est un peu la pratique. Il y a à peu près 3 niveaux d'entrepreneur. Le scientifique, le fou, l'inventeur, qui en fait peut-être commercialisera jamais rien, n'arrivera jamais, qui est un génie, qui a des solutions magiques, mais qui est pas un commercial, qui arrive pas à rendre de son idée rentable. À l'autre côté du spectre, on a celui qui ne pense que rentabilité, qui est, je dirais, un technocrate, quelqu'un qui se positionne par opportunisme. Lui va peut-être très bien réussir. On essaye d'être un peu savant fou et un peu quand même pragmatique et pérenne dans nos actions. Donc je pense que en période de transition vers autre chose, on a intérêt à garder ce côté vraiment agile, ouvert. Peut-être que demain on fera plus du tout les métiers qu'on fait aujourd'hui, on fera peut-être que de la formation, que de la certification, que du scan. Je sais pas, mais on ouvre les chakras et c'est ça qui est important. Comment tu fais pour créer une cohésion dans ton entreprise, dans le groupe IDESSA, entre des collaborateurs et des directeurs? Comment tu fais? Comment ça se passe, cette cohésion? C'est compliqué parce que je peux faire les réponses un peu bateau. C'est une équipe qui partage. Voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça reste, surtout quand tu laisses un peu quand même ce côté humain qui tu es transparaître. Ça peut gêner d'autres personnes. Donc ça peut passer de la musique. On met de la musique. Oui, non, mais alors quel style de musique? Donc bon, on met pas de musique, donc tout le monde met son casque et donc tu perds un peu d'humanité. Mais quand même, cette cohésion, je pense qu'elle vient de la confiance. En fait, si tu prends quelqu'un, tu dis écoute, on va chiffrer ensemble ça. Il le rentre, il le fait, il se plante, il met 2 fois le temps. Tu l'engueules? Non.
tu refais le chiffrage avec lui, dire mais c'est où que tu as mal chiffré, comment peux-tu mieux chiffrer, comment je peux t'aider à mieux chiffrer, parce que c'est l'entreprise, c'est aussi ton emploi. Si on est tous dans cet état, on va pas être rentable, on va pas pouvoir se sortir. Donc c'est vraiment de mixer ce côté humain, être à l'écoute, et puis faire confiance aussi d'un point de vue gestion humaine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Créer des équipes, des teams, et puis laisser les choses un peu se faire. Franchement, et observer plus que d'être dans la dictature qui dit faites comme ci, faites comme ça. À 9h15, on a fini la pause. Non, et si quelqu'un arrive tout le temps en retard le matin, c'est peut-être qu'il a un problème à la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, si je l'accable, je vais pas avoir mieux. Alors que si je me pose avec lui, puis que j'essaie de trouver une solution, peut-être qu'on peut l'aider, peut-être que c'est un blocage même qui vient du travail. Et ça va, du coup, on va passer cette mauvaise passe. Et donc, je pense que c'est ça qui fait quand même qu'on a peu de turnover. Même s'il y a eu des changements vraiment de fond qui se sont opérés, mais que malgré tout, on a des jeunes qui restent et qui restent assez longtemps parce qu'ils se sentent tout de même écoutés. Ouais, okay. Tu te décrirais comment comme manager, alors? Ça, c'est compliqué. Ouais, je sais, c'est compliqué. Je vois tout à fait sincère, j'ai pas l'impression d'être un manager. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. En fait, justement, si quelqu'un est en train de regarder une vidéo sur son écran, si je passe dans son dos, il la ferme pas subrepticement. Donc il y a une forme de transparence. Moi aussi, je commets des erreurs, je me plante et tout, et je l'admets devant eux. Et donc du coup, donc voilà, j'ai pas un management. Comme je suis pas sorti d'une école de management, je me suis construit par l'expérience. Pas quelqu'un qui forcément aime le conflit. On gère pas toujours bien, donc on préfère être dans la bonne humeur. Et donc voilà, ça se met en place de manière naturelle, mais j'ai jamais eu une stratégie de dire voilà, j'ai lu un gros bouquin sur le management, tu vas voir, ils vont entendre parler de moi. C'est une technique vraiment, c'est pour ça que je te parle de côté organique et humain, parce que le technique, moi, au niveau management, là, je connais pas. Ouais. Mais je pense que les meilleurs managers, justement, c'est ceux qui voulaient pas forcément le devenir, qui le sont devenus par la force des choses. Et puis, pour moi, le rôle du manager, c'est justement de faire grandir les autres. Puis comme tu disais avant, de prendre des gens, de dire, tu t'es peut-être trompé, ou le résultat est pas celui qu'on attendait. Puis finalement, on va aller voir ensemble où, et tu vas pouvoir retenter pour faire mieux la prochaine fois, pour que le groupe, ça se passe mieux, etc. C'est ce qui me semble donner les meilleurs résultats, ouais. Oui, je suis d'accord, et je pense qu'on avait déjà une mentalité BIM avant que le BIM arrive. On n'est pas sur la hiérarchie, mais sur les rôles et les responsabilités de chacun. C'est pas parce que t'es chef de projet que je suis ton modeler que tu dois me parler d'une telle manière. Tout ça, je veux absolument pas que ça existe dans l'entreprise. Je suis à ton service aujourd'hui, mais demain t'es peut-être au service de mon projet, et voilà, et on se connaît. Et moi, on ferait des équipes qui marchent mieux, on fait des équipes qui marchent mieux que d'autres, mais on doit être capable de travailler avec tout le monde. Et on a aussi des collaborateurs qui sont très en contact avec les clients, donc il faut savoir se comporter aussi. C'est pas des ours dans une cage, tu vois. Ils envoient des mails, téléphonent aux clients pour dire demain, après-demain. Donc oui, cette vision de la cohésion, c'est pas quelque chose que j'ai sans arrêt à l'esprit en disant il faut qu'il y ait de la cohésion. Elle s'installe si tu la laisses s'installer. Mais ouais, il y a quand même un certain environnement, comme tu dis, une confiance qu'il faut avoir pour que ça puisse exister, en fait. Puis ça, je pense, ton rôle, enfin le rôle de la direction, puis des encadrants, on va dire, des trois sociétés, c'est souvent de créer cet environnement aussi, quoi. Puis c'est important, comme tu dis, si les gens, dès que tu arrives dans le bureau, ils ferment tous les onglets, puis ils sont en train de regarder par-dessus leur épaule, ça va pas être agréable pour qui que ce soit. Ça me semble être un management d'une autre époque. Je pense qu'on n'est plus dans cette vision-là. Et tu disais, tu parlais des mails. Comment tu gères tes mails? Tu dis mes 16 adresses email. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert, franchement, parce que j'ai vu à un moment que c'est super glorifiant d'être l'homme clé, que tout passe par toi, que tout, tu vois. Et oui, je te cache pas qu'à un moment, j'avais 150 mails par jour et 15 coups de fil importants.
sans compter les petites choses qui maintenant le privé s'intègre dans le. Donc les mails pour moi j'ai essayé plein d'outils, hein. Mais de nouveau on est comme on essaie de s'améliorer, mais changer foncièrement c'est compliqué, donc je me piège moi-même, c'est-à-dire il y a des fois je fais des notes et puis après j'oublie de lire la note, mais c'est dans la tête. Donc, je me suis dit ça sert à rien d'être trop compliqué, de trop formalisé. Le mail est pour moi l'échelle, excusez-moi du terme, mais des emmerdes que j'ai à l'instant T. Et donc, je réponds toujours à tout le monde. Bien sûr, pas les newsletters, tout ça, je désabonne. Mais je réponds toujours, tôt ou tard. Et je pense que c'est important parce que on attend une réponse si on a posé une question. Mais j'y hiérarchise. Et pour moi, voilà, c'est 2-3 fois dans l'année, j'arrive pendant 10 minutes à avoir 0 mail. Wow. Et là, c'est un petit instant de bonheur avant que ça redémarre. Mais ça m'a fait souffrir pendant très longtemps. C'était une charge mentale. J'avais l'impression vraiment que tous ces gens-là m'observaient. Et puis non, je me suis détaché. J'y hiérarchise tout simplement. Il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont très urgentes, d'autres qui sont moins importantes, moins urgentes. Et puis comme on est 20, on peut aussi déléguer. Maintenant, aussi au niveau de la direction, ce qui fait que des fois, pendant une journée, j'ai pas un coup de fil ce qui m'angoisse maintenant, mais qui prouve que certains ont pris le relais. Et donc, je pense que c'était intéressant plutôt que de dire, OK, je vais organiser pour devenir et rester le gars qui gère tout, qui voit tout, qui sait tout. Je te cache pas qu'il y a peut-être 20% des clients qu'aujourd'hui, je pourrais pas... Je sais pas qu'on travaille pour eux. J'ai pas la possibilité d'aller voir chaque petit schéma, chaque petit boulot qui est fait. Alors on a des revues direction hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles. Et c'est là où on découvre d'un coup que ça fait 2 mois que tu travailles pour tel bureau d'architecte et puis que ça se passe bien et puis t'es content. Donc c'est vraiment c'est là la satisfaction, c'est de voir tes mails, tes coups de fil, tes mails qui se réduisent parce que les autres ont pris autorité. Ouais. Donc le petit tip que tu disais, c'est se détacher. Prendre du recul, hiérarchiser, faire ta matrice d'Eisenhower, donc c'est exactement ça, et tout ça. Okay. Voilà, avec si t'as personne à qui envoyer la 4e partie, à la limite faut faire des déçus, mais faut les sélectionner. Et puis avec tout ça, t'as un peu de temps libre. Oui, alors là aussi, je pense que à partir du moment où j'ai trouvé un bon équilibre au niveau de l'équipe. Ouais, j'ai sorti la tête de l'eau, mais je vous cache pas que les 10-15 premières années, mon épouse en parlerait mieux que moi, étaient compliquées. Et ce qui probablement m'a fait passer, je me suis aussi rendu compte que je collectionne pas les papillons ni les timbres, j'ai pas une passion qui je suis intéressé à peu près partout. Toutes les thématiques m'intéressent, donc je lis, j'écoute beaucoup de podcasts dans le vôtre et tout m'intéresse. Non, c'est très cool, c'est très intéressant et assez complet parce que vous allez au fond et ça c'est vraiment au fond des choses et ça c'est vraiment intéressant. Et donc je suis un peu rendu compte que je passais un peu en second plan, quoi. Et, heureusement, tout le monde autour de moi a été très compréhensif et j'ai pu passer ce cap. Certains, ça a été beaucoup plus violent. D'autres entrepreneurs se sont retrouvés vraiment avec des échecs au niveau personnel. Hein. J'ai la chance d'avoir passé les 2 caps, je dirais. Et donc le temps libre pour moi, c'est vraiment c'est la cuisine. Ça paraît très bateau, mais la cuisine, le jardinage, quand c'est la période. En fait, des choses qui me permettent de penser en ayant mes mains qui font quand même quelque chose. Donc, de rentrer dans le détail, justement, un peu comme on fait là. C'est-à-dire j'ai l'impression que maintenant, même nos réflexions sont devenues un peu comme un post TikTok, quoi. Ça dure 30 secondes et on passe à autre chose. Et on pense aussi comme ça. Donc, des fois, le temps long, on l'a perdu. Moi, je viens d'une époque où on avait le temps de s'ennuyer. Maintenant, ça n'existe plus. Et voilà, mon temps libre, il me sert à me retrouver en disant, mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Et du coup, tu cuisines et tu cuisines. Cuisine, principalement. Principalement? Ouais. T'as une recette à nous partager? Oh, plein. Vas-y. Mais je vais lancer un blog bientôt. C'est une belle passion aussi de bloguer, ouais. En tout cas, moi je préfère cuisiner parce que je crois que ça se voit. Mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment cathartique. Ça m'apaise. Ouais.
Donc, je peux passer une journée à préparer un burger, si tu veux. Je vais faire mon pain, je vais acheter le sésame. En fait, c'est des choses basiques, mais qui permettent à ton esprit vraiment de vagabonder. Et c'est là que j'ai trouvé le nom d'Idessin. C'est là que je me suis dit, tiens, si je faisais une autre boîte, peut-être que... C'est là que je me suis dit, prenons des risques. Allez, on s'en fout, on y va, on va créer Scanways, on va acheter un scanner, on va y arriver. Je suis certain que on va dans ce sens. Et c'est un peu cette part de terrain libre qui s'ouvre. Et je pense que si je jouais aux cartes ou si j'avais, tu vois, des activités qui prennent ton esprit dans une sorte de logique, j'aurais pas cette bulle pour réfléchir. Et puis, comment tu définis le succès d'une personne ou d'une entreprise? C'est compliqué. Pour une entreprise, le succès, je pense, c'est déjà d'exister. Parce que on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec différents événements qui arrivent maintenant. Une entreprise, c'est quand même pas, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui sont conscients de ce qu'ils entament comme aventure et qui y vont quand même. J'avais peut-être eu cette chance d'être jeune et puis d'y aller un peu comme ça. Mais le succès, c'est très très compliqué à définir parce que pour une entreprise, on peut dire c'est le bilan. Je fais des bénéfices, ouais, je suis dans le succès. Mais est-ce que le manager, il est vraiment lui, il a vraiment ce retour, ce sentiment-là? Est-ce que le succès, il est pas changeant en fonction des attentes de chacun? Et on voit bien, il y a des gens qui collectionnent les milliards et est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir réussi? C'est quoi la réussite? J'ai pas de réponse en réalité précise à donner. Je dirais que le succès, c'est très basique et très formel. C'est d'être rentable et de pouvoir investir dans ce que tu as envie de réaliser, ton entreprise, une entreprise qui croît et voilà, qui se développe. Mais le succès pour un entrepreneur, je pense que c'est vraiment à chacun de le définir pour soi-même. C'est pas forcément l'argent, ou la réussite, c'est pas forcément l'argent. Et puis, mais ta définition pour toi, est-ce que, enfin, ton avis par rapport au succès, comment toi tu te dis, je suis content de la situation actuelle, quelle est ton métrique, ou bien disons de la façon de te dire, à ce moment-là, je suis content de la situation actuelle dans laquelle je suis? Je suis content. Okay. Enfin, je suis content parce que... C'est du ressenti. Ouais. Oui, exactement. Parce que tu parlais d'il y a 30 ans. J'ai fait mon apprentissage en 86. Ma destinée, c'est de devenir dessinateur dans un bureau d'ingé. Donc, je vais pas me plaindre. C'est génial. C'est une aventure extraordinaire. Après, c'est de la souffrance aussi. C'est de l'abnégation. C'est des sacrifices. Mais de nouveau, si tu t'attends à ce que ton succès ne se traduise que par un salaire ou tu vois, une Tesla ou tu peux accumuler beaucoup de choses sans pour autant avoir vraiment l'impression d'avoir réussi. Moi, je pense qu'on a réussi notre aventure et grâce à Romain, Dylan et à toute l'équipe, on va aller vers une nouvelle étape. Et c'est ça le succès, c'est de dire chaque matin il y a quelque chose qui te motive à aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'aurais pas pu faire coiffeur ou cordonnier. J'ai beaucoup de respect pour tous les métiers. Je veux dire, mais personnellement, je peux pas faire tous les jours quelque chose qui ressemble à ce que je faisais il y a 30 ans. Ça me motive plus. Et donc, pour moi, le succès, c'est justement à l'âge que j'ai, de encore me lever avec la banane en disant, ouais, c'est cool. De sentir progresser, en fait. Exactement. Ouais. Continuer à apprendre des choses. D'autant plus que je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce qu'on est en train de vivre. Donc, je me réjouis de ce qui arrive. Puis le succès aussi, c'est de toujours de se relever des échecs. Toujours continuer. Oui. Alors ça, je peux en parler longtemps. Alors, tu as une anecdote à nous partager? Nous, on l'a fait un peu avec Romain qui est là depuis un moment, puis avec d'autres collègues. On a regardé combien de fois on a échoué. On a échoué beaucoup. On a beaucoup échoué. Ce qu'on essaie de faire, c'est que que ça se voit pas, parce que t'as pas envie forcément de dire les gars, je me suis planté, et d'assumer. C'est le plus important. C'est un client où tu lui as vendu un pack d'heures et puis tu te rends compte qu'en fait tu t'es complètement planté. C'est pas lui de le supporter, c'est à toi de faire ton. Donc on s'est beaucoup trompé et dans nos choix stratégiques, mais comme on n'a pas perdu espoir, on a fini par réussir. C'est l'histoire de la montre. Tu connais ce proverbe qui dit une montre qui fonctionne pas, elle donne l'heure juste 2 fois par jour. Donc à force, même des fois d'être là au bon endroit, ça va finir par payer quelque part. À un moment, tu seras au bon endroit au bon moment. Mais si tu te mets pas en avant, si tu te positionnes pas,
il se passe rien. T'es juste tributaire. Donc tu attends que quelqu'un dise bim pour dire bim, tu attends que quelqu'un bosse pour dire boss, et puis en fait tu subis. Donc ouais, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de prendre des risques. Ouais. Comme de Rocky. Prendre des coups et se relever. Prendre des coups puis se relever. Prendre des risques, c'est inévitable. Ouais. Si tu prends des risques, si tu prends pas de risques, il t'arrive rien. Bon, ça va bien se passer. C'est un choix. Ouais. Pour un projet qui nécessite justement toutes les spécialisations, soit du scan, un peu de management BIM et du dessin, comment ça se passe dans la structure? Parce que je pense qu'il y aura peut-être t'as une entrée, je sais pas, qui demande un scan, mais finalement ce projet-là va demander d'autres compétences. Comment ça se passe entre vous dans ce... Tu vois, cette réflexion-là, on la mène depuis plus d'une année et on est en train de changer notre fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose quand même si on avait un groupe de très siloté. Donc beaucoup d'efforts pour aller chercher la compétence, même s'il est là. Chacun a son petit monde. Et là, en fait, on va se positionner de manière un peu différente. La stratégie consiste à se calquer un peu sur la structure de nos clients. Les architectes, les ingénieurs ont généralement une direction, des associés d'une direction, et puis des managers, des chefs de projet, des gens qui produisent des quantitatifs, des plans, la secrétariat, c'est très important, voilà, l'administratif, le légal. Et en mélangeant le tout, on a une vision beaucoup plus globale, et donc quand on a un discours, il est beaucoup plus englobant. Et c'est même pas, des fois, on se rend même pas compte que chacun des directeurs est en train de vendre son petit copain. En fait, c'est un glissement qui s'opère lorsque tu as 1 ou 2 entretiens avec un client pour définir son besoin. On a souvent des gens qui nous disent « j'ai besoin d'un scan parce que j'ai besoin d'un plan ». Ok. Et en fait, non, tu as besoin d'un plan. Donc, on a d'autres moyens d'arriver à ton plan. T'as besoin d'un plan à quelle échelle? C'est pour faire quoi? Voilà. Et puis, on décortique. Ce qui est bien, avant, on n'avait pas du tout de réflexion du côté des clients. Maintenant, il y a quand même une forme de maturité. Il y a du contenu sur Internet. Tu peux, voilà, te faire une idée. C'est bien parce que ça a une vertu pédagogique et en même temps, ça amène des solutions un peu toutes faites. Il suffit qu'une personne ait vu un produit, une vidéo, il cristallise autour de ce qu'il a vu la réponse à son besoin, alors que non. Peut-être c'est beaucoup plus simple, ou peut-être c'est beaucoup plus complexe. Comme on fait du scan, on a plein de gens qui viennent avec une pièce, un louis d'or qui a 300 ans, et puis qui disent voilà, j'aimerais scanner mon louis d'or. On va le faire, mais c'est pas notre job, c'est pas notre business. On le fait pour le fun d'avoir fait ça. Tu vois, on a fait une météorite, on a fait des petits objets comme ça, on a fait des vieilles fontaines. Notre job, c'est de reconstituer une base de données dynamique qui interopère avec d'autres. Et donc, faut pas se laisser, faut pas partir dans tous les sens. Et donc, je crois que c'est vraiment choisir ses combats. Le plus important, c'est choisir ses combats et là, on veut aller. Et donc, en allant ensemble, naturellement, ça se met en place. Et je vois dans mes équipes qu'il n'y a plus du tout d'étiquette et que les collaborateurs sont autour d'un projet. Et donc, on a cette structuration comme notre client. On a un modeleur, mais pas que. Il y a un chef de projet qui gère le timing, la qualité de la maquette. On n'a pas toujours fait comme ça. On a eu des déconvenus parce que on pensait que chacun dans son silo pouvait répondre. Mais en fait, le client, il est prêt à avoir cette plus-value, même payer légèrement plus pour s'assurer que la donnée, elle respecte une charte qui est contrôlée en interne et les BIM managers ont parlé. C'est peut-être 5% du mandat, mais c'est 5% qui sont hyper stratégiques. Parce que un modeleur est dans sa case. Je viens de là, je suis dessinateur, donc je sais que on a tendance à s'enfermer dans on fait une demande, je réponds. Alors qu'un chef de projet ou qu'un BIM manager ou qu'un coordinateur, il va peut-être être plus dans la vente des autres, mais je pense que voilà, on est en train de gommer, on est en train de désiloter complètement pour avoir vraiment un visage à terme unique. Non, puis ça permet, je pense aussi, en ayant cette réflexion peut-être avec, comme tu dis, un chef de projet, de parler, comme on disait avec Cyril l'autre fois, objectif. De dire, le client, il a un besoin, donc on traduit ça en objectif pour la société, puis finalement, la méthode qu'on apporte, la plus-value qu'on apporte et les moyens qu'on met en face, c'est vous les spécialistes qui pouvez choisir la bonne technologie pour arriver à l'objectif. Et puis ça, je pense que si
finalement tu fais que de répondre à la demande, ben tu vas passer à côté finalement du besoin réel du client. C'est ça. Et sous peine de te retrouver à faire que, tu vas toujours un peu, tu réponds à un peu comme ok, tu sais faire une maquette, tu fais une maquette, tu fais une maquette, tu fais une maquette, tu fais une maquette. Par contre, si quelqu'un arrive en disant, écoutez, c'est la 3e maquette qu'il faudrait organiser, vous ferez peut-être un manuel. Oui, mais un manuel, moi j'ai personne. Oui, on a identifié Francis chez vous, moyennant une formation, un accompagnement, une certification Smart Building, on l'amène quelque part, en tout cas, on définit ensemble les objectifs, on l'amène à un endroit ou un état où il est en capacité de monitorer. Parce que d'avoir des maquettes, les mettre dans un tiroir et ne jamais les utiliser, pas les faire vivre, autant rien faire. Parce que c'est juste un enthousiasme débordant à un instant T. Toi, par opportunisme, tu vends une maquette, mais derrière, en fait, t'as un accompagnement. Il vaut mieux pas lui vendre une maquette à 10 000 francs, mais un accompagnement, une séance, un workshop à 500 pour qu'il comprenne et qu'il t'achète bien plus et bien mieux. Alors, le but, c'est pas de le faire dépenser, mais de le faire dépenser intelligemment. Et ça, c'est vraiment toute la vision stratégique d'avoir une épine, comment dirais-je, un squelette autour duquel qui va du bas vers le haut ou du haut vers le bas, mais que à chaque endroit, on a de la compétence. C'est pour ça qu'on pense encore engager du monde, puisque vous connaissez vos positions respectives, toi t'en as même plusieurs, vous montrent qu'un BIM manager, il y a type A, B, C, D en fonction de la position du moment. Est-ce que c'est sur un projet, est-ce que c'est le CHUV, est-ce que c'est, enfin voilà, ce rôle-là a des objectifs complètement différents. Et nous, on a besoin de correspondre à ça, si on veut vraiment apporter des réponses spécifiques à chaque acteur. Et comment ça se passe la communication maintenant, entre vous, déjà avec les directeurs, puis déjà avec les collaborateurs, comment ça se passe? Vous faites des meetings chaque semaine? Oui, bien sûr. Alors Dylan a ses meetings hebdomadaires avec les équipes de production, chef de projet, modélisation, on tient le planning. Nous, la direction, on se voit toutes les semaines. Une semaine sur 4, c'est la mensuelle. Une semaine sur 12, c'est la trimestrielle. Tout le monde connaît ça. On sait quand même... oui, on se tient quand même. C'est pas parce qu'on veut être cool, voilà. Il faut quand même de la structure parce que c'est ce qu'on vend à nos clients. Donc une approche sympa, oui. Structurée aussi, c'est important. Et donc on utilise ce qu'on vend, c'est-à-dire les plateformes. On a des plateformes qui ne sont pas BIM qu'on utilise pour le management de projets, la gestion des projets, la gestion des vacances. Et donc là aussi, on a un grand tout. Il n'y a pas des étiquettes Scanways, SwissBIM, iDessin, mais des compétences avec des besoins, avec des planifications, avec des disponibilités, avec des tâches à réaliser. Et même quand on chiffre, on a ce processus, c'est-à-dire qu'on a un processus pour chiffrer, parce que en fonction de la demande, qui est identifiée la plupart du temps par la direction, mais aussi par des collaborateurs qui sont en lien direct avec des clients, on doit pouvoir spécifier le besoin de manière complètement transversale. Tu vois, on a 3 bâtiments modélisés, il faut le scanner, les 2 autres pas, on a des DVG, là on en a pas, on a des PDF. Donc d'activer, donc on centralise toute l'information, tous les besoins sous différents outils actuellement. Ouais. Ok. Tu as répondu à la question suivante. Centraliser les données. C'est ça, oui. Ouais. Écoute, on peut pas dire aux gens faites-le et pas le faire. Donc en réalité, nous, on vend pas de logiciel, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit d'autre que nos prestations et notre savoir-faire et notre accompagnement. En revanche, on doit être des super utilisateurs. Si tu vends une formation, un workflow, export d'Archicad, arrivée, géolocalisation dans Repit, j'en ai donné. Et si t'as pas un minimum de compétences sur tous ces logiciels, tu vas pas pouvoir déployer. Donc c'est vraiment la centralisation de l'information, c'est vraiment une grosse préoccupation, notamment de cette année. C'est ça, on bosse là-dessus à fond. Et puis, comment vous arrivez à échanger de l'expérience d'une structure à l'autre, ou bien qu'est-ce qui est mis en place, on va dire, pour le partage d'informations, mais on va dire plutôt technique, expérience. Ça, c'est le côté positif d'avoir été des sociétés à part entière, on va dire, parce que les zones de contact, elles sont hyper bien définies. Donc en amont, voilà, qu'est-ce que le modeleur va recevoir de la personne qui scanne, mais derrière le côté scan, il va y avoir la prise de mesure sur place, peut-être la sollicitation d'un partenaire géomètre expert ou voilà. Donc c'est un métier à part entière. En revanche, le modeleur, il a pas la vision globale, mais il a des
des points de contrôle. C'est-à-dire, est-ce que le modèle est géoréférencé ou pas? Est-ce que la maquette le sera ou pas? Est-ce qu'il y a une maquette de site avec des maquettes de... Donc le besoin, il peut être exprimé par e-dessin pour obtenir une mesure 3D de Scanwiz ou un mandat Scanwiz pour obtenir une modélisation. Donc on est obligé, ces points de contact doivent être hyper bien définis. Donc en fait, chacun travaille plutôt là-dessus. Après, chacun chiffre sa partie, puis ça nous fait une offre commune ou une offre Scanwiz ou une offre e-dessin. Bon, vous avez aussi parlé de ton parcours d'entrepreneur. Tu as des conseils à donner pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, choisir ses combats, c'est ce que je disais avant. J'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais non, il faut choisir ses combats, où on veut aller, même si c'est pas hyper clair, mais voilà, se positionner quelque part. Je pense que la Suisse ne supporte pas celui qui dit je sais tout faire. Va falloir le prouver. C'est un peu c'est un peu la prétention qu'on a. En tout cas, on travaille à dire, OK, les gars, nous, on peut répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient. C'est vraiment compliqué de se lancer sans avoir une vision claire de où on veut aller. Et en plus, dans le BIM, la cible est mouvante. C'est-à-dire que non seulement tu dois dire où je vais, mais est-ce que je vais vraiment, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est toujours pertinent? Donc après, il y a la veille technologique, il y a plein de choses qui te permettent de réorienter, mais nous, on a réorienté sans cesse. Notamment, par exemple, pour la sous-traitance. On a décidé de ne pas sous-traiter. Rien. Pourquoi? C'est un positionnement. Ça nous fait perdre des mandats, forcément. Si j'envoie mon nuage de points en Inde, la maquette sera moins chère. Voilà, c'est peut-être le seul côté positif, c'est que ce sera moins cher. Par contre, si ça s'inscrit dans une stratégie pour un acteur qui a des dizaines de bâtiments, alors là, c'est le début des embrouilles, parce qu'on va avoir forcément un problème de souveraineté, de gouvernance des données. Et c'est pour autant que le client le sache, parce que des fois le client ne sait pas. Donc tu vois, tu te positionnes, mais tu dois être prêt à en subir les conséquences. Donc nous, on loupe des mandats parce que on fait pas appel à de la sous-traitance à l'étranger. Par contre, on va travailler avec des acteurs qui nous disent, nous, notre donnée, elle sera pas stockée à Genève, mais à Lausanne. Tu vois? Et ça, on est en capacité de répondre, de s'assurer que les données sortent pas, que l'acteur soit en confiance. Et c'est ça qui devient important, c'est d'assumer ton positionnement et d'être mouvant si tu t'investis dans une entreprise qui va répondre au BIM. Moi, on m'a souvent dit, il y a une dizaine d'années, avec le BIM, e-dessin, vous devriez faire des bibliothèques pour les vendre à des gens. Tu rigoles. T'imagines si j'avais investi là-dedans aujourd'hui, je serais quoi, BIM & Co ou... Non, je serais pas BIM & Co. Donc j'aurais loupé le coche. Donc c'est vraiment de faire le tri, pas une fois mais tous les jours. Ok. Ouais, donc finalement réévaluer la situation, réévaluer aussi le contexte qui évolue quand même super vite à l'heure actuelle. Et puis, comme tu dis, si vous faites des séances hebdomadaires, mensuelles, etc., c'est des fois l'occasion aussi de reposer de la vision de l'entreprise, puis de dire, par rapport à la projection qu'on avait faite, finalement, est-ce qu'on veut toujours aller là? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas? Enfin, d'être assez humble aussi vis-à-vis des choix passés, puis de ce que ça doit devenir dans le futur. Quoi. Moi, j'ai un exemple hyper concret, puisque e-dessin a son marché, et à un moment, on décide de créer les deux startups ou les deux spin-offs. 8 ans après, on se retrouve ensemble à avoir doublé notre chiffre d'affaires. C'est quand même pertinent. Ça veut dire que l'idée qu'on pensait un peu, bof, brinque-ballante et tout, est allé chercher un marché qui, dessin, ne touchait pas. Donc, ce choix-là, c'est maintenant qu'on a le retour. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Les moments difficiles où on a été découragé, on s'est dit c'est peut-être pas la bonne idée. Et puis, à force de persévérance, de garantir l'honnêteté, la qualité, les valeurs, le marché, il est arrivé. Tu vois, la maturité est arrivée. Et donc, on a trouvé les clients qui étaient prêts à mettre le bon prix pour une qualité, pour s'assurer que. Mais ce positionnement,
environnement-là, on aurait pu 1000 fois changer, dire non, mais on fait comme tout le monde, on envoie tout là-bas, ou voilà. Et on a décidé de pas le faire. Donc c'est clair que cette cible, maintenant on est clairement, nos concurrents ils sont à l'étranger. Il y en a tout plein partout, mais surtout à l'étranger. Donc on doit avoir aussi une spécificité qui fait que la Suisse continue à avancer et avoir des acteurs qui développent et qui investissent, qui créent de l'emploi en Suisse. Ça me semble primordial. Okay. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview avec Marc-Omary. On le remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. La suite de l'interview arrive dans le prochain épisode. À bientôt.